Merci. Donc, je tiens à remercier professeur Medani pour cette intervention. Juste une question, peut-être les étudiants n'ont pas bien compris l'open access, parce que des fois on paye, des fois on ne paye pas. Donc, est-ce que vous pouvez leur donner plus d'informations sur cette option open access? Bien sûr, bien sûr. On va prendre un exemple d'une revue. Alors, parmi les revues qu'on a vues tout à l'heure, là où les universitaires, donc à Béjaïa, c'était dans... comme ça. Alors, pour Béjaïa, on a vu qu'on publiait beaucoup dans Industrial Crops, dans Food Chemistry. On va prendre la revue Food Chemistry. Alors, juste une fois que vous rentrez dans une plateforme d'un éditeur, donc, qui possède une revue, il vous donne du choix. C'est-à-dire, tout d'abord, avant qu'il vous donne le choix, il vous impose des choses. Vous allez, il y a ce qu'on appelle un guideline, une sorte un guide à procédure, comment publier chez lui. Mais avant d'aller faire la publication chez lui, il faut voir que l'éditeur, c'est un commerçant, hein, c'est quelqu'un qui vend une revue. Donc il a des contraintes. Il a des contraintes purement commerciales. Vous avez deux choix. Il vous dit, vous pouvez faire de la souscription, c'est-à-dire vous pouvez me soumettre votre travail, je vais prendre le temps nécessaire pour l'évaluer, et une fois qu'il l'évalue, il vous dit c'est accepté. C'est bien, on est généralement très content quand on voit la lettre, c'est accepté. Il y a même beaucoup de joie. Mais il y a un aspect commercial derrière qu'il vous envoie, veuillez m'envoyer les droits d'auteur. C'est-à-dire que vous prenez tout ce que vous possédez, que vous avez fait pendant 3 ans, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'efforts et d'énergie, et vous lui transmettez les droits d'auteur. Ça ne vous appartient plus. C'est-à-dire c'est lui qui a le droit sur tout ce que vous avez écrit à l'intérieur. C'est ça la souscription. Il y a un autre aspect. Alors, évidemment, là, il a tous les droits, donc il vous revend ce que vous avez publié chez lui. Donc, c'est comme ça qu'il gagne son argent. Il y a un autre aspect. Au lieu que vous lui transmettez les droits d'auteur, vous lui dites la publication m'appartient. Donc, évaluez-la. Une fois que c'est accepté, je paye. Pour que la revue soit accessible à tout le monde. Ça, c'est un autre aspect commercial. On a le choix. L'université de Béjaïa a choisi la souscription à la place de l'open access. Pour quelle raison? Je vous ai donné la première raison, c'est le fait qu'on ne peut pas payer, on n'a pas des lignes de crédit en devises pour pouvoir payer de la publication. Mais aussi, dans le monde, quand vous publiez, vous pouvez faire de l'arnaque. Quand vous payez une publication, vous pouvez faire de l'arnaque. Je paye, donc j'obtiens ce que je veux. Voici les deux raisons pourquoi Béjaïa n'accepte pas l'open access. Donc on a des raisons, parce qu'il y a aussi, comment on appelle ça, les revues prédatrices. Il y a beaucoup de revues prédatrices dans le monde de l'open access, c'est-à-dire dans le monde du payant. Il y a beaucoup de revues prédatrices qui ne sont pas de qualité, mais là où les gens payent pour avoir ce qu'on appelle e-publication. Donc Béjaïa a éliminé toute possibilité de ce côté-là. D'ailleurs, vous avez vu sur le résultat, on a peu de publications open access et on a beaucoup de publications à souscription. Et d'ailleurs, c'est ces publications à souscription qui ont fait de telle sorte à rendre Béjaïa la mieux classée à l'échelle nationale. Et juste pour vous dire, on est la mieux classée à l'échelle nationale. Récemment, j'ai oublié de le montrer, on est les mieux classés aussi à l'échelle du Maghreb. C'est récent, hein, ça date, il n'y a même pas 15 jours. Ça. On est les mieux classés même à l'échelle du Maghreb. Donc, les choix ou les politiques sur la recherche sont tellement justes que le résultat, on le voit maintenant. Allez-y. Et je pense que j'ai répondu. Allez-y. Allez-y, M. Touati. Bonjour. Merci pour votre exposé. En fait, il y a pour les choix des thématiques, c'est-à-dire pour publier. Bon, le directeur de la recherche, il nous dit, voilà, il y a une fonction entre c'est-à-dire la recherche et le besoin national, c'est-à-dire le besoin du secteur socio-économique, tout ça.
Mais genre un doctorant pour un chercheur pour publier, il a à choisir entre un travail qui peut apporter un plus à l'intérêt national, mais qui est difficile à publier, et une publication, bon, qui automatiquement, il y a sa carrière derrière tout ça, donc il opte pour la publication. C'est-à-dire le choix des thématiques pour publier facilement, tout ça, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose... Ça, c'est un problème politique de la recherche. C'est vraiment un problème beaucoup plus grand que le thème de recherche. Si on essaie de regarder quelle est structurée la recherche en France, c'est très difficile d'avoir une thématique de recherche qui n'est pas financée. C'est-à-dire qui ne trouve pas un intérêt avant que vous trouviez déjà un docteur. C'est-à-dire, j'ai pas mal d'amis avec qui j'ai fait le doctorat. Actuellement, des gens, ils ont par exemple des bourses de région. La région, c'est l'équivalent de la wilaya. Vous imaginez un petit peu si demain, la wilaya va donner des axes de recherche à l'université. Ça a de l'importance parce que c'est le multisectoriel qui demande des thématiques bien définies. Actuellement, réellement, comment on travaille? C'est des connaissances de personne à personne, hein, parce qu'on connaît le DSA, parce qu'on connaît une directrice de l'environnement ou quelqu'un alors les forêts, la pêche, puisqu'on a des connaissances. Ils nous disent, tiens, il y a un petit problème, mais ce n'est pas des problèmes posés. C'est-à-dire les problèmes ne sont pas financés. Vous savez, le seul qui finance la recherche scientifique via le doctorat à l'échelle nationale actuellement, ce n'est que la DGRSDT ou le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est essentiellement cela. Le hors secteur ne finance pas la recherche. En tout cas, ça ne finance pas la recherche. Maintenant, il y a aussi autre chose. Au niveau universitaire, la progression de carrière, elle se fait sur la base de la production scientifique. Donc les gens, c'est une course pour aller produire la publie. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Puisqu'il n'y a pas une autre manière de progresser, sauf si vous produisez une publication. Vous ne pouvez pas passer maître de conférence si vous n'avez pas au moins une publication. Vous ne pouvez pas passer professeur si vous n'avez pas au moins une publication. Il y a une course à la publication. Mais maintenant, ceci n'empêche pas, ça publie. C'est-à-dire, nous avons la logistique de la publication. C'est demain, l'intersectoriel ou le milieu institutionnel arrive à faire des montages financiers pour financer des doctorats, il trouvera une université qui sait produire déjà de la recherche. C'est-à-dire, elle pourra donner les réponses, puisqu'elle a la méthodologie, elle a pu le prouver à l'échelle internationale, qu'elle est quand même, elle a une certaine compétence. Votre question ne concerne pas que l'enseignement du supérieur. Voilà. Bonjour tout le monde. D'abord, je remercie donc M. Madani pour la qualité de cette conférence. Je voudrais poser une question par rapport... donc, tout à l'heure, vous avez parlé des droits d'auteur, etc. Donc, c'est quelqu'un qui publie un article, donc automatiquement, il remet donc, les droits d'auteur à l'éditeur. Je pose la question par rapport à notre université. Donc, généralement, quand on veut accéder à un article, on cherche, généralement, c'est payant. Est-ce qu'au niveau de notre université, on ne peut pas avoir, moi, les articles qui sont déjà publiés par nos propres enseignants au niveau des laboratoires, etc. Ensuite, ma deuxième question, c'est par rapport aux moyens de recherche au niveau de notre université. Sachant qu'au fur et à mesure des années, donc, on achète des équipements, mais malheureusement, dans certains cas, il y a beaucoup d'équipements qui tombent en panne et que le problème de la maintenance et de l'entretien et du suivi et même de la gestion se pose. Donc des fois même au niveau des laboratoires, on trouve des difficultés pour faire des analyses dans un autre laboratoire. Bien, voilà. Voilà donc ma question et je vous remercie d'avance. Bien sûr. Ah, je réponds après vous prenez la parole. Yes. Alors, sur la disponibilité du fonds de publication, on parle du rang A et du rang B.
à l'échelle de l'université, c'est-à-dire comment faire de telle sorte à le rendre disponible. Honnêtement, c'est interdit. Pour quelle raison? Parce que si vous ne l'achetez pas, quelque part, vous n'avez pas obéi au contrat des éditeurs chez qui vous avez publié. Puisque l'éditeur, personne ne vous a tapé sur la main pour aller publier chez lui. Vous êtes obligé d'ailleurs. Une fois que vous publiez, vous lui transmettez les droits d'auteur. Mais ça, je le raconte sur le côté de l'éthique. Mais je peux vous le raconter aussi sur le côté du non-éthique. Du non-éthique, vous le savez tous, qu'il y a actuellement des sites, c'est bien ça, Madame Bouchbech, qui permettent de télécharger n'importe quelle revue, vraiment à un coût de zéro. C'est comme le CIED, qui a été fait, c'est un code pirate, qui a été fait par une Kazakhstanaise. Et pourquoi je me permets de vous le raconter sur le côté de non-éthique? Parce que la Kazakhstanaise, qui est russe, elle a été attaquée en justice par les éditeurs américains. Et cette fille, elle est passée en justice chez les États-Unis, chez les Américains, et elle a été, voilà, elle a été disculpée. Pour quelle raison? Parce que les Américains ont fait une enquête qui a été publiée, d'ailleurs dans une revue de rang A. Ils ont pu démontrer que les plus grands utilisateurs de son code, c'était les Américains. Mais pour que vous voyez l'importance de l'accès à l'information, c'est-à-dire, si vous ne pouvez pas accéder, puisque vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours accéder si vous n'avez pas les moyens, pour faire le discours avec beaucoup de... Voilà, c'est-à-dire, et je pense que tous les étudiants apprennent ça. Pourquoi? Parce que quand je vois sur les sites Facebook, doctorat étudiant, il y en a tellement de sites comme ça, je vois le niveau d'échange entre eux quand il s'agit d'une petite astuce, comment télécharger les documents gratuitement. Ils sont extrêmement puissants, les étudiants. Et de ce côté-là, vous êtes très très bons. Mais tous les étudiants du monde fonctionnent comme ça. Moi, ce qui me plaît, c'est quand je vois les étudiants s'intéresser à ça, ça veut dire qu'ils ont de l'engouement à la recherche. Ça veut dire qu'ils aiment vraiment faire la chose, pourquoi ils sont là. Par contre, si ça n'existe pas, je vais dire qu'il y a un petit problème. Mais pour ça, honnêtement, on a appris beaucoup de choses avec eux sous cet angle-là. Ils sont hautement efficaces et très, très, très actifs. Voilà. Ah, la deuxième... Là, la maintenance. La maintenance. La maintenance, c'est le problème, c'est le grand problème de l'université. C'est pas parce que la volonté n'existe pas. C'est une question d'argent. Vous avez été chef de département. Vous savez un petit peu, quand on aère un budget, quand on achète de l'équipement, généralement, il n'y a pas les conventions de maintenance qui suivent un budget d'équipement. Et ça, on est en train de le payer très très cher. Mais je peux vous assurer aussi d'une chose, sur à peu près les 5 dernières années, de plus en plus sur les équipements lourds, parce que c'est cela qu'on pas. De plus en plus, on insiste, est-ce que, quand on fait un marché d'équipement, on ajoute derrière une convention de maintenance sur 5 ans. Parce que tout le problème, c'est qui va payer les 5 ans. Tu ne peux pas les payer sur les budgets futurs. Tu ne peux les payer que sur le budget acquis. Et là, c'est les lourdeurs des budgets publics. Ils ont ces lourdeurs, mais c'est ainsi. Voilà. Je pense que je vous ai donné le pourtour de la question. Merci beaucoup. Je vais rejoindre d'abord toute l'assistance parce que je suis sûr et certain que tout le monde a été ravi de la présentation que vous avez faite. Et surtout, nos étudiants qui soient en phase de préparation de leur master et qui réfléchissent à une carrière scientifique, ou même nos étudiants doctorants au départ, et même également, de toute façon, l'ensemble de la communauté universitaire. Je voulais également, par ailleurs, saluer et dire un grand merci à toute la communauté universitaire, et je pointe le doigt sur l'ensemble des professeurs
qui ont hissé notre université à ce rang d'excellence. Un grand merci, mais surtout, je salue, et nous saluons tous, tout le travail qui est fait, qui se fait toujours et qui se fera pour maintenir cette barre d'excellence. Vous nous avez parlé beaucoup de publications scientifiques. Effectivement, c'est un critère d'excellence et de sélection et de classement. Qu'en est-il? C'est une question que je me pose beaucoup. Je sais qu'il y a aussi l'aspect innovation et transfert de technologie qui est très très important, et l'université joue un très grand rôle là-dessus, et qui est également un critère de sélection, un critère que même le classement de Shanghai met également, c'est-à-dire la contribution de l'université au transfert de technologie, et c'est quantifiable également. Est-ce que ça soit, c'est-à-dire les bases, les classements dans lesquels nous apparaissons, est-ce qu'ils prennent en considération, par exemple, un outil qui me vient à l'esprit, les patents, donc les brevets d'invention, les brevets de conception, d'innovation? Est-ce que c'est un paramètre aussi qui hisse les universités vers le haut? Et est-ce que notre université en dispose, ou est-ce que c'est une politique que l'on doit également suivre? Voilà. Merci. Alors pour ça, on va revenir au classement à l'échelle africaine. Alors c'est l'université de Béjaïa, voilà, je vais remettre. Donc l'université de Béjaïa, voilà. La réponse, vous l'avez sur le graphe. Il est où je l'ai pris, voilà, il est là. Alors ça, vous voyez, sur la recherche et sur l'innovation, 71, 68, 63 et 76. Alors, nous sommes sur les publications que nous mettons sur l'international, surtout ceux qui sont de rang A et rang B. Là, on ne voit pas le rang C. On est assez bien après. Oh, ça, c'est l'évolution, c'est comme ça. On est assez bien apprécié sur le chapitre innovation. Et sur. Oh là là. Ah, dommage que vous ne voyez pas de l'autre côté puisqu'il a plus l'heure. Alors, on est assez bien apprécié sur le chapitre recherche et surtout sur le chapitre innovation. Pour quelle raison? Si vous publiez sur le citron ou sur l'orange, ça c'est tout le monde qui connaît. Mais si vous publiez sur le cisnou, ça personne ne connaît. Et à titre d'exemple, Madame Boulkbesh a publié sur la comparaison des types de cuisson. C'est bien ça, Madame. Si vous mettez une cuisson qui vous est particulière, donc ici en Algérie, et vous mettez son avantage par rapport aux cuissons les plus connues au monde, vous faites de l'innovation. Parce qu'eux, ils connaissent. Donc ils te mettent sur l'ensemble des publications qu'a l'université de Béjaïa depuis 1996 jusqu'à 2017, c'est ce classement-là, sur l'innovation, on est très bon. Mais si je vais faire une autre démonstration, parce que vous avez parlé de patent, alors je vais ajouter comme ça, et je vais mettre Scholar, pas Scholar, je vais mettre Google, parce qu'en plus du Google Scholar, il y a le Google Patent. Il y a donc là-bas, voilà, donc on va y aller. Voilà, on va faire une petite studio, on va répondre concrètement sur le Google Patent. Est-ce que je suis sur le Google Patent? Je reviens en arrière. C'est Google. Normalement, je devrais voir Patent ici. On ne le voit pas. C'est celui-là. Allez-y. Voilà. Là, je suis sur le Google Patent, donc sur la base de données et brevets, et je vais marquer Béjaïa. Aussi simple que ça. Voilà.
Il y en a combien? Il y en a 5. Sur Béjaïa, il n'y a que 5 brevets. Ça veut dire que sur le développement technologique, nous sommes bien dans la recherche scientifique, mais il y a à faire un effort sur le développement technologique. Je pense, et sincèrement, depuis que Béjaïa maintenant est doté de centres de recherche, je peux vous assurer que nous allons voir la courbe des patentes qui va augmenter, parce que ceux-là ont cette obligation. La question qui a été posée tout à l'heure par notre ami M. Touati, c'est parce que l'obligation, elle est basée que sur la recherche scientifique pour faire de la progression, mais les centres, ils ont d'autres missions. Donc, et surtout, puisqu'ils sont à l'intérieur de l'université, vous pouvez être sûr que la collaboration vers le développement technologique va aller crescendo. Je suis même convaincu. Voilà, je pense que j'ai... Il n'y a pas de quoi. Y a-t-il une autre intervention? Oui. Merci bien, monsieur mon professeur Madani. Je tiens réellement à vous féliciter, à vous remercier pour cette présentation, parce que réellement, ça a un petit peu touché un petit peu moi-même. Hein. C'est parmi les obstacles que nous avons. C'est une suggestion ou une demande, si je pourrais le dire, de proposer, par rapport à votre expérience dans le domaine, un mini-guide, si je pourrais dire, dont on trouve toutes les lignes directrices qui nous aident à un petit peu dépasser les obstacles qu'on rencontre lors de notre proposition pour les publications. Et merci. Merci pour la suggestion. Ce que vous me demandez, c'est de faire une sorte d'un protocole et qu'on va afficher. Ben, je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup pour le conseil. Il n'y a pas de... Hein, il n'y a pas de... Là, vous n'êtes pas du tout intéressé. Hein, parce que, honnêtement, ça concerne beaucoup plus votre génération. La courbe qu'on a montrée tout à l'heure de la progression scientifique de l'Université de Béjaïa qui a commencé à partir... Là, vous savez, ça a été fait parce que là, on n'a pas montré qui a fait cette impulsion. Il y a quelqu'un. Le doctorat LMD a fait de telle sorte que l'université de Béjaïa soit vraiment classée. Pour quelle raison? Parce qu'auparavant, le doctorat, c'était l'ancien doctorat. L'essentiel, c'était des enseignants, donc ils étaient occupés par la pédagogie. Et la pédagogie écrase la recherche. Mais depuis qu'on a eu les doctorats LMD, vous vous rappelez, donc les premiers doctorats, donc c'était 2010. C'est bien ça, madame. On se rappelle même, ils ont été inscrits tardivement, mars 2010. Et en 2012, on commence à avoir les premiers. Ils ont fait 3 ans. Et il faut voir la progression. Elle est vraiment, par rapport à toutes les universités algériennes, nous avons fait la progression la plus spectaculaire dans l'histoire de l'université algérienne. Mais c'est dû essentiellement aux doctorants LMD. C'est les doctorants LMD qui ont fait cette impulsion. Donc, vous voyez aussi l'intérêt là, c'est que c'est bien beau de faire un doctorat, mais il faut être exclusivement réservé à la recherche. Des fois, le poids de la pédagogie, d'ailleurs, on va se poser la question, mais pourquoi on n'existait pas vers 2000, 1990, etc. Je vais profiter de l'occasion pour saluer les anciens, parce que ce sont ces anciens qui nous ont formés. Donc, eux, c'était les formateurs. Nous, on a commencé à faire un petit peu de la recherche. Il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est encore plus aiguisée à la recherche. Et c'est ça, ce qu'on appelle construire une université qui produit. Et tel que ça a été posé comme question, maintenant, il manque ce petit côté, c'est comment faire la transition de la recherche scientifique vers le développement technologique. Là, il faut le faire, parce qu'on commence à avoir la masse critique de chercheurs nécessaire pour pouvoir faire cette transition. Sans cette masse critique, on ne peut rien faire. Le monde fonctionne ainsi. Voilà. Je ne me rappelle plus quel est le chiffre de doctorants maintenant que nous avons au niveau seulement de la faculté. L'âge, là, mais il dépasse la centaine largement.
On dépasse largement. Vous savez, en 2000, à tout casser, on avait 7 doctorants. On est en 2019, on dépasse la centaine. Les 8 facultés confondues, on est à 7000 doctorants. Vous avez écouté? Les 8 facultés confondues. Combien? 7000 doctorants. Vous savez, il y a seulement en 91, moi j'ai été recruté en 91, on n'avait pas de doctorants domiciliés à l'université de Béjaïa parce qu'on n'était pas habilité à faire de la recherche. L'habilitation de l'université, elle a commencé à partir de 1996. Donc vous voyez, l'université de Béjaïa est en train d'évoluer, mais honnêtement, le chiffre à partir de 2012 au jour d'aujourd'hui, c'est un chiffre spectaculaire, vraiment spectaculaire. Voilà. Et vous pouvez vérifier vous-même, c'est-à-dire vous pouvez le revérifier vous-même. Vous pouvez regarder comment l'université évolue, parce que maintenant les outils, ce n'est pas réservé dans le tiroir d'un responsable, les outils sont vus de par le monde. J'ai oublié de parler des sites gratuits, hein, là où vous pouvez vous inscrire vous-même pour regarder, c'est comme ResearchGate, Mondelier. Il y a pas mal de sites là où vous pouvez, parce que les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Même si la publication maintenant elle est payante, je la prends, je la mets sur mon compte ResearchGate et vous pouvez la télécharger gratuitement. Mais je ne peux pas la mettre au sein de l'université, puisque c'est pas permis, c'est interdit. Voilà. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire tout simplement, demain, il y aura donc une conférence qui va être animée par notre ami Dr Achat sur comment on enrichit une matrice alimentaire très importante en Kabylie, qu'on appelle l'huile d'olive. Elle va vous en parler avec beaucoup de passion et d'amour et de professionnalisme, parce que c'était son boulot, et c'est son boulot actuel aussi. Et j'aurai le plaisir aussi demain en soirée, au niveau donc de la résidence Elia, c'est bien ça, non? Oui. Elia. 17 octobre. 17 octobre, oui, tu as bien fait de me le dire, sinon je me serais déplacé à Elia. Donc, on va parler, moi et mon ami, donc Dr Kati, on va